Alors, Proust, Consolation, c'est le 17. Même principe, on s'embarque dans un tout petit tunnel, quelque part, dans un petit coin de la recherche. Une page et demie, ça nous suffit. Pourvu qu'il y ait une petite singularité et qu'on accumule toutes ces petites singularités comme autant de choses qui feraient de la vibration dans nos têtes. Et ça pourrait redessiner à terme un portrait de Marcel Proust. Je vais encore créer des problèmes à mon autofocus qui détecte les visages et les yeux. Si je lui multiplie les yeux et les visages. Très bel album qui était paru autrefois chez Michel Lafon. On en reparlera, il faut qu'on se fasse un truc pour mémoire sur les portraits mortuaires de Marcel Proust. On y va. Alors on va ouvrir une thématique qui reviendra plusieurs fois sur la lecture elle-même. Mais là, attention, ça commence par la lecture, mais ça va riper vers autre chose. Savez-vous que dans ce qu'on nomme l'art, comme l'oignon, il peut y avoir des épaisseurs. Proust ne parle pas d'oignon, c'est moi qui rajoute. Mais il parle bien d'épaisseur de l'art. On y va. Plus faire connaissance avec un personnage essentiel qui va mourir dans le livre, rien que pour le plaisir du lecteur, la grand-mère du narrateur. Sacré personnage. Ma grand-mère, ai-je su depuis, avait d'abord choisi les poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana, car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries, elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l'esprit même d'un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps le grand air et le vent du large. Mais mon père, l'ayant presque traitée de folle en apprenant les livres qu'elle voulait me donner, elle était retournée elle-même à Jouy-le-Vicomte, chez le libraire, pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau, subjonctif et double négation. Pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau, c'était un jour brûlant, et elle était rentrée si souffrante que le médecin avait averti ma mère de ne pas la laisser se fatiguer ainsi. Et elle s'était rabattue sur les 4 romans champêtres de George Sand. C'était La Mare au diable, François le Champy, La petite Fadette et Les maîtres sonneurs. Ma fille, disait-elle à maman, je ne pourrais me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit. En réalité, elle ne se résignait jamais à rien acheter dont on ne pût tirer un profit intellectuel, et surtout celui que nous procurent les belles choses, en nous apprenant à chercher notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-être et de la vanité. Même quand elle avait à faire à quelqu'un un cadeau dit utile, quand elle avait à donner un fauteuil, des couverts, une canne, elle les cherchait anciens, comme si leur longue désuétude ayant effacé leur caractère d'utilité, ils paraissaient plutôt disposés pour nous raconter la vie des hommes d'autrefois que pour servir aux besoins de la nôtre. Elle eût aimé que j'eusse dans ma chambre des photographies des monuments ou des paysages les plus beaux. Mais au moment d'en faire l'emplette, et bien que la chose représentée eût une valeur esthétique, elle trouvait que la vulgarité, l'utilité reprenaient trop vite leur place dans le mode mécanique de représentation, la photographie. Mode mécanique de représentation, la photographie. Problématique qui est celle directement prise à Baudelaire. Mais dans la recherche du temps perdu, on va avoir 198 occurrences du mot photographie. Sans compter les occurrences de daguerréotype. Sans compter, pour Saint-Loup, le mot Kodaka. Donc ça tient c'est une nappe extrêmement importante. On l'a déjà croisé l'autre jour dans l'atelier d'Elstir, la question de la photographie.
Mais là, vertige. Vertige, on est funambule, on va traverser une sorte de petit précipice, tranquille, totalement surprenant. Elle essayait de ruser, et sinon d'éliminer entièrement la banalité commerciale, du moins de la réduire, d'y substituer pour la plus grande partie de l'art encore, d'y introduire plusieurs épaisseurs d'art. Au lieu de photographies de la cathédrale de Chartres, des grandes eaux de Saint-Cloud, du Vésuve, elle se renseignait auprès de Swann si quelques grands peintres ne les avaient pas représentés, et préférait me donner des photographies de la cathédrale de Chartres par Corot, des grandes eaux de Saint-Cloud par Hubert Robert, du Vésuve par Turner, ce qui faisait un degré d'art en plus. Mais si le photographe avait été écarté de la représentation du chef-d'œuvre ou de la nature et remplacé par un grand artiste, il reprenait ses droits pour reproduire cette interprétation même. Arrivée à l'échéance de la vulgarité, ma grand-mère tâchait de la reculer encore. Elle demandait à Swann si l'œuvre n'avait pas été gravée, préférant, quand c'était possible, des gravures anciennes et ayant encore un intérêt au-delà d'elles-mêmes. Par exemple, celle qui représente un chef-d'œuvre dans un état où nous ne pouvons plus le voir aujourd'hui, comme la gravure de la Scène de Léonard de Vinci avant sa dégradation par Morgan. Il faut dire que les résultats de cette manière de comprendre l'art, de faire un cadeau, ne furent pas toujours très brillants. L'idée que je pris de Venise, d'après un dessin du Titien qui est censé avoir pour fond la lagune, était certainement beaucoup moins exacte que celle que m'eussent donnée de simples photographies. On ne pouvait plus faire le compte à la maison quand ma grand-tante voulait dresser un réquisitoire contre ma grand-mère, des fauteuils offerts par elle à de jeunes fiancés ou à de vieux époux qui, à la première tentative qu'on avait faite pour s'en servir, s'étaient immédiatement effondrés sous le poids d'un des destinataires. Mais ma grand-mère aurait cru mesquin de trop s'occuper de la solidité d'une boiserie où se distinguait encore une fleurette, un sourire, quelquefois une belle imagination du passé. Même ce qui, dans ces meubles, répondait à un besoin, comme c'était d'une façon à laquelle nous ne sommes plus habitués, la charmait, comme les vieilles manières de dire, où nous voyons une métaphore effacée dans notre moderne langage par l'usure de l'habitude. Or, justement, les romans champêtres de George Sand qu'elle me donnait pour ma fête étaient pleins, ainsi qu'un mobilier ancien, d'expressions tombées en désuétude et redevenues imagées, comme on n'en trouve plus qu'à la campagne. Et ma grand-mère les avait achetées de préférence à d'autres, comme elle eût loué plus volontiers une propriété où il y aurait eu un pigeonnier gothique ou quelqu'une de ces vieilles choses qui exercent sur l'esprit une heureuse influence, en lui donnant la nostalgie d'un possible voyage dans le temps. Voilà. Pas plus pour aujourd'hui, parce que c'est un passage qui a son unité. Vous voyez comment on parle de la lecture de ces livres offerts par la grand-mère, qui veut offrir du Musset ou du Rousseau, mais le père dit non, et par contre arrive ce François Le Champy qui va avoir un tel rôle dans la recherche du temps perdu, et puis on imbrique cette chose-là avec cette notion de la photographie, mais quand la photographie représente un monument, c'est-à-dire de l'art en soi-même, c'est-à-dire de l'art en soi-même, si c'est les grandes eaux de Saint-Cloud ou la cathédrale de Chartres, mais qui peut être aussi simplement un élément naturel, le Vésuve, ou la perspective de la ville de Venise, mais que la photographie, en rendant simplement l'image, ça supprime, on est là totalement dans ce texte en impasse de Baudelaire sur la photographie, le geste du peintre de Turner visitant
le Vésuve ou de Corot peignant la cathédrale de Chartres, l'idée de la reproduction s'applique aussi à la peinture. Donc la photographie, si elle reproduit la peinture, qu'est-ce qu'elle emmène de plus par rapport au monument lui-même, la cathédrale de Chartres elle-même? Un petit mystère de Proust. Intéressant ou pas, c'est pas grave. Moi je l'ajoute à ma collection et puis on en voit un autre demain.